Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Accusés au procès de Soro ont reconnu l'entreposage des armes au siège de son parti. C'était lors de la 3e journée d'audience jeudi à Abidjan dans le procès pour déstabilisation de la Côte d'Ivoire. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, poursuivi pour corruption, a une nouvelle fois été condamné jeudi par un tribunal à payer des frais de justice. Le montant à payer cette fois est estimé à environ 600 millions d'euros. Demander pardon pour les responsabilités de la France dans le génocide rwandais. C'est ce que certains Rwandais auraient souhaité. Mais en lieu et place du pardon, Macron a proposé l'aide au développement. Vous le suivrez. Nous sommes le 28 mai, bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. 3 accusés au procès de l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses partisans. Un procès pour complot présumé contre le pouvoir. Ces derniers ont reconnu que des armes étaient entreposées au siège de son parti. C'était lors de la 3e journée d'audience jeudi à Abidjan. Reportage. 3 hommes de la sécurité de Guillaume Soro, le commandant Jean-Baptiste Kassé Kwame, le sergent-chef Lamine Traoré et un chauffeur, Emmanuel Silué, ont déclaré à la barre que des Kalachnikovs ont été transportés du siège du parti à Abidjan vers une résidence de Guillaume Soro à Assini, une station balnéaire à 60 km à l'est, pour les jeter dans l'eau le 23 décembre 2019. C'est à cette date que Guillaume Soro devait rentrer en Côte d'Ivoire, mais l'avion qui le ramenait de Paris avait finalement été dérouté vers le Ghana. Selon l'accusation, l'ex-président de l'Assemblée nationale fomentait un putsch. Les forces de l'ordre avaient arrêté ce jour-là des dizaines de ses partisans. Le commandant Kwame a dit avoir paniqué en raison de la situation et ordonné à ses hommes d'aller jeter à l'eau 30 Kalachnikovs, précisant qu'il s'agissait de vieilles armes. Le sergent Traoré et le chauffeur Silué ont déclaré en avoir transporté 8. Ancien chef de la rébellion des années 2000, Guillaume Soro, 49 ans, qui vit en exil depuis 2 ans, est jugé par contumace, ainsi que 5 de ses partisans. Les accusés, qui ont nié toutes les charges, encourent la prison à vie. Le collectif d'avocats qui défend Guillaume Soro a dénoncé un simulacre de procès et un règlement de compte politique. Après une élection présidentielle tendue en octobre, la Côte d'Ivoire traverse depuis plusieurs mois une période de détente politique avec des discussions entre le pouvoir et les 2 principaux partis d'opposition et des libérations d'opposants. Mais Guillaume Soro et ses partisans restent dans le collimateur des autorités et semblent marginalisés. Le président et le premier ministre de transition malien, arrêtés lundi, ont été libérés dans la nuit de mercredi à jeudi. Peu avant, ils avaient annoncé leur démission. Le Premier ministre et le président de transition ont été libérés cette nuit vers 1h30, a informé un responsable militaire sous couvert d'anonymat. Les 2 hommes sont rentrés chez eux à Bamako, selon leur entourage, sans que les conditions de leur remise en liberté aient été précisées. Leur libération était une des exigences de la communauté internationale face à ce qui s'apparente au 2e coup d'État en 9 mois. Les militaires avaient indiqué mardi que Ndao et Ouane avaient démissionné sans qu'on sache dans quelles conditions. Le colonel Goïta les avait accusés d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter, alors qu'il est le vice-président en charge des questions de sécurité, attribution primordiale dans un pays dont la tourmente des violences en tout genre, et notamment djihadistes. Depuis leur arrestation, le président et le premier ministre de transition étaient tenus au secret au camp militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, là où le président Ibrahim Boubacar Keïta, réélu 1 an plus tôt, avait été conduit lui aussi par les colonels en août 2020 et poussé à annoncer sa démission. Les États-Unis ont suspendu mercredi leur assistance aux forces maliennes.
Demander pardon pour les responsabilités de la France dans le génocide rwandais, c'est ce que certains Rwandais auraient souhaité, notamment des rescapés et les descendants des victimes. Lors d'une conférence de presse que Emmanuel Macron a tenue sur place aux côtés de son homologue rwandais, des journalistes sont revenus sur cette attente, suivant les réponses qui ont été apportées. J'entends que les associations auraient souhaité que je demande plus directement ou des excuses ou un pardon. Nous l'avons dit tout à l'heure, je pense que les excuses n'est pas le terme approprié. Pour toutes les raisons que j'ai détaillées dans mon discours précédemment. Et je pense que cette reconnaissance, c'est ce que je peux donner. Un pardon, ce n'est pas moi qui peux le donner. Je l'espère. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin avec la signature de la déclaration d'intention conjointe. Nous avons en effet décidé de porter à des niveaux inédits notre aide au développement. Ce sont 500 millions d'euros qui seront engagés sur la période 2019-2023 autour des grandes priorités de notre dialogue avec le Rwanda, en particulier la santé, le numérique, la francophonie. The President has just made an important statement at the Kigali. Le président vient de faire une déclaration importante au mémorial du génocide de Kigali. C'était un discours puissant, avec une signification particulière pour ce qui se passe maintenant et qui résonnera bien au-delà du Rwanda. Ces paroles avaient plus de valeur que des excuses. His words were something more valuable than an apology. This visit is about the future, not. Cette visite porte sur l'avenir, pas sur le passé. La France et le Rwanda vont entretenir des relations bien meilleures au bénéfice de nos deux peuples sur le plan économique, politique et culturel. Politically and in terms of culture. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, poursuivi pour corruption, a une nouvelle fois été condamné jeudi par un tribunal à payer des frais de justice. Le montant à payer cette fois est estimé à environ 600 millions d'euros. Englué dans une série de scandales qui l'ont poussé à la démission en 2018, Jacob Zuma, dont on pense qu'il a peu de fortune personnelle, a déjà été condamné en avril à payer plusieurs millions d'euros de frais de poursuite pour corruption. Cette fois-ci, la décision prononcée par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, concerne des frais engagés dans une procédure lancée par Jacob Zuma pour empêcher la publication en 2016 d'un rapport accablant sur la corruption généralisée lorsqu'il était président de 2009 à 2018. Le rapport détaillait notamment comment une fratrie d'hommes d'affaires d'origine indienne, les Gupta, a pillé les ressources publiques avec la complicité du président et participé à la gestion des affaires de l'État, notamment la nomination de ministres. Jacob Zuma avait fait valoir qu'ayant agi à l'époque en sa qualité de président, l'État devait payer les frais de justice. L'affaire engendre des frais dont le coût pour l'emploi de 2 avocats a souligné la Cour constitutionnelle qui a estimé que ceux-ci devaient être à la charge de Jacob Zuma. Ni ce dernier, ni ses avocats n'étaient présents lors de l'audience en ligne. L'ancien président doit être entendu depuis des mois par une commission anticorruption chargée d'enquêter sur le vol à grande échelle de l'argent public pendant ses 9 années au pouvoir. Parallèlement, son procès dans une affaire de pots de vin vieille de plus de 20 ans a démarré la semaine dernière. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de rounds, soit 235 000 euros au taux actuel, de Thales, qui était l'une des entreprises attributaires d'un juteux contrat d'armement d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. Le successeur de Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, qui a juré d'éradiquer la corruption, doit lui aussi être entendu par la commission anticorruption. Au Soudan, le gouvernement de transition a repris des négociations de paix ce mercredi avec un groupe rebelle du sud du pays, non signataire d'un accord de paix historique en octobre dernier. Le dit groupe réclame l'instauration d'un État laïque. Le président du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le Premier ministre Abdallah Hamdok ont participé à la reprise des négociations.
dans la capitale du Soudan du Sud, Juba, avec le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord, SPLM-Nord. Ils ont répondu à l'appel du président du Soudan du Sud, Salva Kiir. Médiateur des discussions, ce dernier a appelé les deux parties à faire preuve d'un esprit de dialogue et à faire en sorte de penser à la paix plutôt qu'à la guerre. Le chef du SPLM Nord, Abdelaziz Al-Ilou, a de son côté affirmé l'engagement de son mouvement à une issue pacifique et à des négociations et mécanismes pour résoudre les causes profondes du conflit au Soudan. Le pouvoir, composé de militaires et de civils mis en place après la révolte populaire, qui a emporté en novembre 2019 à Khartoum le pouvoir d'Omar el-Béchir, a fait de la paix avec les rebelles sa priorité. Il a signé le 3 octobre 2020 un accord historique avec le Front révolutionnaire du Soudan, alliance de 5 groupes rebelles et 4 mouvements politiques, issus des régions du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Une branche du mouvement de libération du Soudan, dirigée par Abdel Wahid Nour au Darfour, a refusé de signer. Le SPLM Nord a, lui, signé un cessez-le-feu séparé, permettant à ses combattants de conserver leurs armes pour assurer leur propre protection, jusqu'à ce que la Constitution soit amendée pour garantir la séparation de la religion et de l'État. Le Kordofan Sud et le Nil Bleu comptent des minorités chrétiennes qui ont combattu pendant des décennies des tentatives de Khartoum d'imposer la loi islamique. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie de nos programmes. À très bientôt.